Continuons ce focus consacré ce soir à l'instabilité politique sur le continent africain, et plus spécifiquement en Afrique de l'Ouest. Coup d'État au Niger cette semaine, affrontements violents en Côte d'Ivoire. De nombreux pays vont fêter cette année près de 50 ans d'indépendance. Bénin, Sierra Leone, Niger, Côte d'Ivoire, pour ne citer que libération en principe du joug colonial. Alors pourquoi tant de coups d'État dans cette région? Eh bien pour nous aider à apporter une réponse sur ce plateau, Fabienne Pompé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef au magazine Jeune Afrique. Est-ce que l'instabilité en Afrique de l'Ouest est une fatalité? Non, c'est pas une fatalité. La preuve, c'est qu'il y a certains pays qui en ont connu par le passé et qui aujourd'hui sont quand même dans un processus démocratique qui a fait ses preuves, comme le Ghana ou le Mali. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une sorte d'épidémie de coups d'État qui revient. On a vu ça dans les années 80, on revoit ça maintenant et c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons et c'est pas tout à fait avec les mêmes conséquences. Alors justement, nous allons comprendre quelle en est l'essence, mais avant cela, retour en images, car l'instabilité, il en a été question en début de semaine. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient regretté au Nigeria la rechute de la démocratie dans la région. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ce mardi au Nigeria. Objectif, tenter de mettre fin à l'instabilité permanente dans la région. Une instabilité qui s'est confirmée quelques jours après le sommet avec le coup d'État qui a frappé le Niger. La junte a renversé le président Mamadou Tandja, élu démocratiquement en 1999. Salou Djibo, ici sur la photo, préside désormais le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie. C'est le nom que se sont donnés les putschistes. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation politique tendue que vous connaissez déjà. Le président Tandja a commencé à s'attirer les foudres de la classe politique nigérienne l'été dernier. En effet, en août 2009, au terme de son deuxième mandat, il fait modifier la Constitution par référendum. Son mandat est désormais prolongé de 3 ans. Pour cela, il a dû dissoudre le Parlement et la Cour constitutionnelle qui s'opposaient à son projet. En se cramponnant au pouvoir, Tandja perd à l'époque le soutien de la communauté internationale. Le chef de l'État serait actuellement retenu dans un bâtiment militaire. Autre pays, la Guinée-Conakry, qui a également récemment connu un coup d'État. La junte militaire a pris le pouvoir en décembre 2008 avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara. Le 28 septembre 2009, les militaires tuent plus d'une centaine d'opposants dans le stade de Conakry. Une sanglante répression condamnée par la communauté internationale. Camara met en cause des éléments incontrôlés de son armée. Il rejette notamment la faute sur son aide de camp de l'époque, Aboubacar Chérif Diakité, dit Toumba, derrière lui sur cette photo. Pour se venger, ce dernier a tenté d'assassiner le capitaine. Grièvement blessé, Camara a été hospitalisé au Maroc. Il se trouve aujourd'hui au Burkina Faso. Le ministre de la Défense, Ekouba Konaté, a été nommé président de transition en janvier dernier et Jean-Marie Doré, doyen de l'opposition, Premier ministre. Il devra organiser les élections présidentielles prévues en juin 2010. Aucun membre de la junte n'aura le droit de s'y présenter. Enfin, la Côte d'Ivoire, où des élections sont également très attendues. L'élection présidentielle ne cesse d'être reportée depuis 2005. Elle devait être la conclusion à la crise politique née du coup d'État manqué en 2002. Prévue pour début mars 2010, l'élection n'aura finalement pas lieu. À la surprise générale et si près du but, le président ivoirien Laurent Gbagbo a dissous vendredi dernier le gouvernement et la commission électorale. Guillaume Soro, l'ancien chef de la rébellion, a été reconduit à son poste de Premier ministre et doit former un nouveau gouvernement d'union nationale ce samedi. La tâche s'annonce rude, l'opposition crie au coup d'État. Le Premier ministre a demandé aux Ivoiriens de rester calmes et de garder espoir. Mais ce vendredi, de nouveaux affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Selon l'opposition, plusieurs personnes seraient mortes à Gagnoa, fief de Laurent Gbagbo. Alors comment expliquer cette instabilité politique dans la région? Il y a plusieurs aspects. Il y a certains pays, c'est le cas de la Guinée et plus lointainement de la Côte d'Ivoire, c'est des transitions qui se sont mal faites entre un président qui a été là pendant des années, Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire et Lansana Conté pour la Guinée, et qui n'ont pas préparé leur succession. Parce qu'ils craignaient qu'à un moment, leur successeur ait des envies d'arriver plus vite au pouvoir, donc ils n'ont rien fait et ont laissé derrière eux des pays qui avaient été dirigés par des hommes forts, avec des institutions faibles. Et c'est souvent le cas dans ces pays, c'est-à-dire qu'on le voit au Niger aussi, on a des hommes forts et pas d'institutions qui sont capables de perdurer et d'assurer l'alternance. Alors, est-ce que la richesse du sol africain n'est pas non plus aussi un handicap? Beaucoup de diamants, d'or, d'uranium pour le Niger.
Oui, richesse ou pas richesse, il y a des pays comme le Burkina Faso qui ne sont pas riches, qui ont connu beaucoup de coups d'État. Je crois que ça joue dans certains cas où il y a des rébellions qui durent parce qu'elles s'alimentent, etc. C'est pas tout à fait le cas, en tout cas, de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ni tout à fait du Niger, même si on peut effectivement parler de la manne de l'uranium, etc. C'est aussi des pays, il faut pas oublier, où malheureusement, il est très difficile de faire carrière et de gagner de l'argent et de devenir quelqu'un dans la société en dehors de la politique. Donc finalement, tous les gens qui ont un petit peu de diplôme, etc., essayent de rentrer en politique. C'est très difficile, les alternances sont longues. Et on a les militaires en embuscade, et notamment au Niger, qui sont persuadés qu'ils ont un devoir envers la République et qu'ils doivent intervenir quand les institutions sont bloquées ou quand un chef d'État prend des décisions qui sont contraires à la Constitution. Et pourtant, ils ne lâchent pas si facilement le pouvoir une fois qu'ils sont au pouvoir. C'est ça. Vous ne verrez jamais une junte arriver au pouvoir en disant nous ne sommes là pour rester. Ils sont tous là pour rétablir la démocratie dans les meilleurs délais. Ça arrive extrêmement rarement. C'est arrivé au Niger, où le colonel Wanké avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1999. Il l'a laissé aux civils. C'est un colonel qui a été élu, le colonel Tandja, qui aujourd'hui va d'être renversé, mais il s'est conduit comme un dictateur, puisqu'il a géré le pays en dépit de toutes les lois et a bafoué les institutions. Est-ce que une démocratisation d'un pays peut venir par un coup d'État? Est-ce que c'est possible? C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé, par exemple, au Ghana. C'est arrivé au Mali, en particulier, mais c'est tellement rare. La plupart du temps, ça se passe mal. Et il faut se le dire. Et aujourd'hui, on voit au Niger la société civile et les partis politiques qui applaudissent au coup d'État. C'était le cas il y a quelques mois en Guinée, où toute la classe politique a accueilli la junte en applaudissant. On a vu que quelques mois après, ils s'étaient fourvoyés. Avec massacre à la clé. Est-ce que la stabilité des pays africains ne vient pas aussi par ses dirigeants uniquement? Est-ce qu'ils ne sont pas seuls responsables de cette stabilité-là? Parce qu'on parle beaucoup des conflits entre les grandes puissances, de la Chine qui s'oppose à l'Europe et aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas à eux de statuer, de décider? Ah, vous voulez dire qu'il y aurait sur le terrain une bataille, une sorte de bataille à mener, une exemplarité à avoir, une intégrité à avoir et ne pas se laisser envahir par ces luttes, ces pressions de la part des grandes puissances, la Chine, les États-Unis. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de pressions internationales, notamment sur le Niger. Il y a eu immédiatement une condamnation du coup d'État. Et plus encore, des institutions régionales, l'Union africaine et la CEDEAO. Donc ces pressions-là sont positive. Alors parfois ça va pas jusqu'au bout pour des raisons X ou Y. C'est vrai, comme vous le dites, que la concurrence Chine, États-Unis, France fait que parfois alimente parfois ces instabilités. Et puis ne parle pas d'une seule voix. Il y a parfois un petit peu de cacophonie. Bon, mais il n'empêche que les Africains eux-mêmes commencent à prendre, et notamment ces institutions-là, que sont l'Union africaine ou la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, les principes démocratiques comme des principes de leurs propres institutions et sur lesquels ils veillent. C'est un bon début. Comment expliquer que les pays francophones semblent aujourd'hui plus fragiles que les pays anglophones? Écoutez, vous regardez le Kenya, où il y a de nouveau une crise gouvernementale. Il y a eu 2 ans de cohabitation. Les gouvernements d'union se passent en général mal. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on le voit au Kenya. C'est le cas aussi au Zimbabwe. Le Zimbabwe va mal aussi. Je ne crois pas que ce soit un mal francophone. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour ce focus consacré ce soir à l'instabilité politique en Afrique de l'Ouest. Je vous rappelle que vous êtes rédactrice en chef au magazine Jeune Afrique, Fabienne Pompé. Merci beaucoup, c'est la fin de ce focus. Je vous remercie d'avoir suivi.